Bonjour à tous. Pour toutes les personnes qui sont en train de se connecter pour ce webinaire décryptage de l'arrêté valeur absolue 4. Il y en a déjà eu trois auparavant. Il y en aura Oui. d'autres après, mais on fait un petit point à chaque fois, à chaque nouvel arrêté, et notamment en compagnie de Marc Leroux. Est-ce que tu peux peut-être te présenter? Oui. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, donc, je m'appelle Marc Leroux, donc je suis là en tant qu'expert d'éco-énergie tertiaire. Certains savent que effectivement j'ai travaillé sur la mise en place de ce dispositif. J'ai changé récemment de bureau. J'interviens en tant qu'expert et non pas en tant que représentant du ministère de la Transition écologique. Et j'ai pris pour être très clair, mon après-midi aujourd'hui pour être avec vous. Voilà. Et donc, je pourrais intervenir d'ici quelques mois, normalement, en termes de conseils auprès voilà, d'entreprises ou de collectivités sur le sujet éco-énergie tertiaire ou éventuellement sur le sujet d'adaptation au changement climatique. Voilà. Et pour ma part, donc Mathis Jean, je suis responsable d'agence énergie conseil chez Citron. Et donc responsable de toutes les équipes opérationnelles intervenant sur un portefeuille client, donc que ce soit des audits énergétiques ou de l'énergie management et de la déclaration décret tertiaire, dont c'est le sujet aujourd'hui. Et avant de poursuivre ce webinaire, petite information, il y aura évidemment, vous aurez des questions tout au long de cette présentation. Je vous invite à justement utiliser l'onglet qui est dédié à cet effet, donc Q&R, justement pour poser vos questions. Et nous, en fin de présentation, on pourra aller venir piocher justement dans vos questions pour répondre. On accordera pratiquement un quart d'heure dessus. Donc, n'hésitez pas à les poser et on y reviendra par la suite. Avant de poursuivre également, donc Citron, qui sommes-nous? Citron, nous avons une ambition, vous donner des solutions pour en fait, participer activement à la transition énergétique de notre pays, en commençant dans un premier temps par votre entreprise. Et donc répondre à tous les enjeux énergétiques et environnementaux actuels et de demain. Et pour ce faire, nous vous proposons une solution qui est la plateforme d'Hypervision Citron, où vous pouvez digitaliser l'ensemble de vos informations de votre patrimoine sur cette plateforme et pouvoir justement collecter et analyser ces informations-là, justement en vue de réduire vos consommations énergétiques notamment. Et Citron n'est pas qu'une plateforme, c'est également de nombreux experts, des ingénieurs énergéticiens qui sont là pour vous accompagner, que ce soit sur la plateforme, la mise en place de politiques de sobriété, d'efficacité énergétique, voire même d'audit énergétique sur le terrain, audit énergétique réglementaire et BAX notamment. Citron est une entreprise qui a été créée en 2011. Aujourd'hui, nous faisons 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes 162 salariés, dont une cinquantaine qui s'occupent du développement de la plateforme Citron, et environ 60 pour vous accompagner en termes de prestations sur le management de l'énergie. Un petit rappel sur le décret tertiaire, évidemment, puisqu'on va en parler. Alors, le décret tertiaire, dans les très grandes lignes, concerne en fait tous les bâtiments qui hébergent plus de 1000 mètres carrés d'activité tertiaire. Et on parle de bâtiments, donc des bâtiments qui peuvent être exclusivement tertiaires, hein, mais des bâtiments à usage mixte. Il suffit qu'un bâtiment de 30 000 mètres carrés héberge 1000 mètres carrés de surface d'activité tertiaire. Ce bâtiment, en tout cas cette surface-là, est assujetti. Et ça concerne également les bâtiments qui sont sur une même unité foncière. Donc même si on a un site qui possède plusieurs bâtiments, ils peuvent être tous assujettis. Deux obligations principales. Donc une première obligation de suivi annuel, donc de reporting de vos consommations sur la plateforme Opéra. Ça doit se faire au 30 septembre de chaque année, à déclarer du coup les consommations de l'année précédente. N-1. Et évidemment, une obligation, donc un objectif performantiel en termes d'économie d'énergie, qui se découle donc en à nouveau deux objectifs. C'est l'un ou l'autre. D'ailleurs, il n'y a pas forcément de choix particulier à faire. La plateforme Opéra regardera lequel des deux
est atteint en premier. Donc, un premier objectif en valeur relative. On va comparer en fait votre activité, on va choisir une année de référence et puis on va regarder en 2030 si par rapport à cette année-là, vous avez fait moins 40% d'économie d'énergie. Donc ça, c'est l'objectif en 2030. 2040 et 2050, donc on est moins 50%, moins 60% en termes d'économie d'énergie. Ou alors, si entre-temps, vous avez atteint une valeur seuil, donc valeur absolue, qui est déterminée en fonction de votre catégorie d'activité, eh bien, vous êtes considéré comme prêt pour le décret tertiaire. Donc, cette valeur absolue est justement décrite au travers de différents arrêtés en fonction des catégories d'activité et qui donc font l'objet de décrets, décrets valeur Arrêtez. absolue, arrêtés, bonne précision Marc, arrêtés. Et donc là, nous faisons le quatrième aujourd'hui. Il faut noter que le décret tertiaire, au-delà de ces enjeux, on va dire, réglementaires, déclaratifs et de réduction de consommation, on a quand même trois enjeux supérieurs. Donc déjà un enjeu environnemental. L'abaissement de la consommation énergétique s'inscrit pleinement dans justement une réduction de l'impact carbone de sa société sur le volet énergétique. On s'inscrit également par rapport à la feuille de route du CNBC bas carbone 2050. Des enjeux géopolitiques. On a tous en tête évidemment les notions d'approvisionnement en énergie en France. Et donc, abaisser cette consommation-là énergétique nous permet d'être moins dépendant des sources d'approvisionnement externes à notre territoire. Et enfin, des enjeux financiers, puisque évidemment, la consommation énergétique est liée à un coût également, et que diminuer sa consommation, c'est diminuer sa facture énergétique. Mais pas que. Pour la diminuer, il faut généralement investir dans des solutions, et donc il y a aussi des notions de budget à planifier. Au niveau du décret tertiaire, donc tout est parti en 2018 concernant dans la loi Elan qui a imposé notamment inscrire des feuilles de route sur la réduction de consommation énergétique et d'impact carbone en France par type d'activité, ce qui en découlait également en 2019, donc le décret tertiaire, et puis ensuite des arrêtés qui sont venus préciser la méthodologie et les valeurs prises en compte justement pour les objectifs du décret tertiaire, donc en 2020, 2021, 2022, avec des arrêtés, valeur absolue 1, des arrêtés modificatifs, valeur absolue 2 en 2022, valeur absolue 3 en 2023, avec des nouvelles valeurs au fur et à mesure pour d'autres activités. Et aujourd'hui, donc, arrêté valeur absolue 4 pour des nouveaux objectifs concernant, en tout cas un détail sur les objectifs pour les blanchisseries, logistiques, centres hospitaliers, établissements pénitentiaires, protection judiciaire de la jeunesse, établissements sportifs et stationnement. Nous avons mis à nouveau des bulles puisque toutes les sociétés et toutes les catégories d'activités ne sont pas encore parues. Donc, il est à prévoir dans les années à venir le plus tôt possible, on espère, plus de détails concernant les activités qui ne sont pas encore sorties. Je laisse la main à Marc Ok. qui va du coup vous décrire ce qui a changé dans les textes et dans les articles liés au décret arrêté. Voilà. Alors, voilà, on va commencer par un panorama général de cet arrêté modificatif, donc qui vous permet d'apprécier un petit peu tous les articles qui ont changé. Et alors, bien sûr, le principal, en fait, ça va concerner l'annexe 2, où il y a l'ajout des tables d'objectifs en valeur absolue pour 2030 pour de nouvelles activités. Et sinon, vous avez des modifications. Alors, elles sont que rédactionnelles hein, pour l'instant. Elles n'ont pas d'enjeu majeur en termes voilà, de compréhension de l'arrêté. Et donc, elles touchent l'article 3 au niveau de la consommation énergétique de référence, l'article 4 au niveau du niveau de consommation exprimé en valeur absolue, l'article 5 au niveau des ajustements des données de consommation d'énergie finale en fonction des variations climatiques. Et enfin, après, on rentre dans les conditions de modulation des objectifs en fonction du volume d'activité, de disproportion économique, mais je vous rassure, là, c'est des choses vraiment infimes, et puis qu'on va aborder après un peu plus en détail. Et puis après, les articles 15 concernant les modalités d'intégration de nouvelles activités tertiaires et des suppressions d'alinéas dans les mesures particulières.
Donc, voilà. Alors, on va commencer voilà, par des mesures génériques hein, en fait, qui sont présentées dans l'article, enfin dans l'arrêté légistique, pas en premier, mais c'est en deuxième position que ça intervient. Mais globalement, en fait, dans tout le corps de l'arrêté, toute la terminologie qui parlait de plateforme numérique et de suivi a été changée par la plateforme Opera. Donc ça n'avait pas vraiment d'incidence, puisqu'en fait, moi, j'avais repris à l'origine la terminologie qu'il y avait dans le texte législatif, et on abordait le nom de la plateforme Opera dans l'article concernant justement cette plateforme, et à qui on l'a confié, donc à l'ADEME. Donc voilà, donc maintenant, vous n'aurez plus dans l'arrêté qu'une référence à la plateforme Opera. On aborde tout de suite les premiers articles qui ont fait l'objet de modifications. Alors, le premier, effectivement, c'est dans les définitions. Alors, déjà, dans le corps de texte, dans celles qui étaient déjà existantes, il y avait les catégories d'activités, où il y a juste une simplification comment dire, rédactionnelle, qu'il s'agit d'activités marchandes ou non marchandes exercées par une autorité publique ou privée. Donc, on avait une écriture un peu plus complexe auparavant. Donc, il y avait ça. Et il y a surtout voilà, des définitions complémentaires qui ont été ajoutées, là que vous voyez. L'année de référence, avec malgré tout un petit manquement au niveau de la référence au primo-assujetti, puisque l'année de référence, comme la consommation énergétique de référence, c'est celle du primo-assujetti. On pourra l'aborder plus en détail dans vos questions et réponses à la fin. Ensuite, on aborde la surface de consommation énergétique, voilà, qui a remplacé effectivement la surface assujettie, hein, mais ça, c'est quelque chose qui existait déjà dans les précédents arrêtés. La consommation énergétique de référence, qui est liée bien sûr à l'année de référence, avec toujours ce manque de précision sur le primo assujetti. Ensuite, ils abordent la définition du niveau de consommation exprimé en valeur absolue, même s'il y a un article dédié à cela. Le dossier technique, et puis ensuite la plateforme de recueil et de suivi, et puis le terme étalon qui est employé pour éviter de faire l'utilisation du terme référence, et c'est pour ça que dans cet arrêt, enfin, dans tous les arrêtés, on a fait attention au vocabulaire employé pour éviter qu'il ne soit comment dire, utilisé sur des thématiques qui sont un peu différentes. Alors, commençons par l'article 3, ensuite, donc qui précise, qui apporte des précisions au niveau des consommations énergétiques. Alors, au 1, effectivement, de l'article 3, il est précisé, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une possibilité de déclarer, mais en fait, ce qu'il faut entendre par là, c'est que c'est une possibilité de modifier votre année de référence jusqu'au 30 septembre 2027. Et ça, pourquoi? Tout simplement parce que pour déterminer votre année de référence, il faut que vous puissiez faire l'ajustement en fonction des variations climatiques. Or, aujourd'hui, pour faire cet ajustement, il faut que vous disposiez de valeur absolue. Aujourd'hui, toutes les activités n'en disposant pas, eh bien, effectivement, l'administration a choisi d'inscrire dans l'arrêté que d'ici 2026, on l'espère tous, toutes les valeurs absolues seront définies. Alors, sur ce sujet, il y a quand même une petite alerte à faire, effectivement, parce que l'arrêté intègre une rédaction qui peut prêter à confusion et qui en plus est un peu contraire aux dispositions législatives, puisque voilà, on dit que c'est une année de référence comprise entre 2010 et 2022 ou une première année pleine d'exploitation qui est remontée sur la plateforme Opéra, alors qu'en réalité, eh bien, l'année de référence, c'est une année qui est comprise entre 2010 et la consommation, la première année pleine d'exploitation, que vous allez remonter sur Opéra. Donc, je pourrais peut-être aborder ce sujet-là un peu plus en détail dans les questions-réponses. On commencera par ça, parce que je pense qu'il y aura des questions sur le sujet. Voilà. Ensuite, au 2 de cet article, il y a juste des modifications, voilà, des précisions qui sont apportées au niveau des changements d'exploitance. Et donc là, il y a également une petite ascension à faire, c'est que normalement, l'année de référence et la consommation correspondante est toujours celle du primo assujetti. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre et que c'est une donnée intangible sur laquelle on se base. Et après, il y a effectivement cette règle de 3 qui est faite pour lorsqu'il y a un changement d'exploitant. Ensuite, il y a l'article 4. Donc là, c'est juste un changement rédactionnel où on a changé le terme rythme d'utilisation de référence par intensité d'usage étalon. Donc, je passe très rapidement là-dessus. Sur l'article 5, ce sont des modifications rédactionnelles de peu d'importance, puisqu'en fait, on change les termes la station météo de France
Météo France, pardon, de référence par simplement le terme une station Météo France. Et puis la possibilité effectivement de modifier cette station météo qui à l'époque était de référence. On parle simplement de changer de station météo. Au niveau de l'article 10, là, il y a des modifications substantielles. Alors, elles ne sont pas présentées ici, mais je vous invite à aller voir l'arrêté où on modifie un petit peu la rédaction, mais dans l'esprit, c'est toujours la même chose. Si ce n'est que la rédaction peut prêter à confusion, puisqu'il y a un rapport CEAPS modulé qui a avant été CEAPS modulé par rapport au volume d'activité qui est sujet de la modulation, sur CEAPS de référence. Enfin, c'était comme ça que c'était mis auparavant. Et là, on parle de CEAPS modulé volume de référence. Alors, voilà, et donc, je vais vous apporter quelques petites précisions sur ce sujet. L'idée, c'est que, mon collègue qui a pris la suite, a considéré que le CEAPS initial que vous renseignez, puisque vous allez mettre des indicateurs d'intensité d'usage, eh bien, il ne correspond pas, entre guillemets, au CEAPS étalon. Et lui a considéré, et puis voilà, l'administration a considéré que c'était déjà une modulation. Mais en l'espèce, c'en est pas une. Et donc, c'est à ce niveau-là que ça peut effectivement être sujet à confusion pour un nombre d'acteurs. Mais sachez que ce CEAPS modulé volume de référence, c'est tout simplement votre CEAPS initial que vous avez déterminé sur la première fois que vous l'avez fixé, avec dès lors qu'on vous a donné bien sûr des valeurs absolues et des indicateurs d'intensité d'usage. Donc aujourd'hui, toutes les catégories ne l'ont pas, mais demain, quand vous les aurez, eh bien, c'est ça qu'il faut entendre. L'article 11, donc là, c'est très peu. Là, il s'agit simplement en fait d'enlever le scénario thermique de référence. En fait, c'est le terme de référence qui est supprimé. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher le niveau dans votre scénario thermique initial, vers lequel vous devez aller. C'est celui du CEAPS. Donc, il y a juste ce terme de référence qui a été enlevé. Dans l'article 15, là, il s'agit de modalités d'intégration de nouvelles activités tertiaires non recensées. Et effectivement, dans le corps du texte, il était précisé qu'il y a une demande qui a été faite auprès des ministères d'introduction d'une nouvelle catégorie d'activités et que ça s'appuyait. Et effectivement, on a utilisé le même terme que le dossier technique qu'on a pour les modulations pour disproportion économique, puisque en fait, on vous demande de faire un peu le même travail, mais donc ils ont préféré enlever le terme technique à dossier technique. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'elle est composée d'un dossier dont la trame est fixée en annexe 8. Donc malgré tout, il a quand même un caractère technique, mais bon, voilà, c'est vraiment du détail. Et enfin, la dernière modification, ce sont les mesures particulières où il y a la suppression. Alors à l'origine, c'était un article, je dirais, historique. L'idée, c'était de voir en fait les mesures particulières qui ont pu être prises au fur et à mesure qu'on avançait dans le texte. Donc, moi, ça me paraissait intéressant de les conserver. Là, ils ont choisi d'enlever tout ce qui était relatif aux déclarations de consommation 2020 et 2021. Rappelez-vous, c'était par rapport à l'aspect Covid. Et donc, bon, effectivement, c'est quelque chose qui est passé et que ces mesures ne nous concernent plus. Mais ça aurait pu être malgré tout intéressant de les garder, mais ce n'est pas bien grave. Voilà. Et donc, on arrive au dernier, à l'enjeu principal de cet arrêté, c'est la détermination des valeurs absolues pour certaines activités. Donc, la première, c'est les blanchisseries dites industrielles. Sachez que vous retrouverez normalement dans les commerces, notamment individuels, toutes les petites blanchisseries qui n'auront pas effectivement, bien sûr, les mêmes objectifs. Il y a la logistique qui a été revue. En fait, ils ont tout annulé ce qu'on avait précédemment, c'est-à-dire que vous aviez la logistique de froid qui était déjà présente dans l'arrêté. Donc, parce qu'ils ont réécrit un petit peu le préambule de la logistique dans sa globalité. Et il y a surtout, donc on reprend les mêmes valeurs absolues pour la logistique de froid et sont ajoutées la température ambiante avec ou avec un maintien hors gel, et ensuite les entrepôts ou messageries sans besoin de maintien en température d'un produit spécifique. Ensuite, il y a les centres hospitaliers. Alors, la petite information, et on le verra On tout le à verra tout l'heure, à l'heure. Ouais. voilà, c'est qu'il n'y a pas toutes les sous-catégories dedans. Donc, ça, ils sont l'incidence quand même. Les établissements médico-sociaux, là, il n'y a pas de souci en termes d'établissement. Quand vous êtes dans un établissement médico-social, vous avez toutes les sous-catégories correspondantes, donc il n'y a pas de souci. Les établissements pénitentiaires, la protection judiciaire de la jeunesse, donc ça, c'est pour le ministère de la Justice. Et puis donc après, il y a tout ce qui est équipement sportif, donc ça concerne essentiellement les collectivités. Alors,
euh, voilà, qui ont des complexes, mais bon, il y a quand même quelques activités particulières voilà, enfin, du privé qui relèvent de cette catégorie-là. Et puis enfin, les catégories stationnement, c'est-à-dire en infrastructure ou en superstructure. Voilà, donc je laisse la main à mon collègue de Citron. Et ah oui, il y a juste un point qu'on abordera peut-être si on a un peu de Oui, tout temps à la à la, fin. à la fin, c'est sur la consommation de références témoins. Donc Mm. quelques-uns d'entre vous ont certainement entendu parler, qu'on avait proposé et qui avait été validé en fait par l'administration, mais qui n'a toujours pas été intégré dans l'arrêté valeur absolue. Ça, on y reviendra. Du coup, donc, suite à toutes ces précisions et ces changements rédactionnels, l'occasion de ce webinaire aussi, c'est de faire donc des études de cas, notamment sur deux activités qui sont sorties. Donc, je vais vous présenter en fait une étude de cas sur un centre hospitalier et également sur un établissement médico-social, donc un EHPAD. Et vous allez voir que il y a une spécificité sur les centres hospitaliers, plus que toutes les sous-catégories ne sont pas sorties. Je précise que ces études de cas, même si elles sont inspirées de données Citron, évidemment, elles sont anonymisées pour des soucis de confidentialité. Donc, avant de se lancer dans un cas en particulier, je rappelle les quatre grandes étapes sur la définition du calcul, en tout cas de ces objectifs. Donc, premièrement, il y a une étape donc, de choix d'année de référence, entre 2010 et la première année de déclaration. Dans un deuxième temps, donc, il y a l'ajustement de ces consommations-là vis-à-vis des conditions climatiques et de la consommation absolue de la catégorie. On vient en fait ramener cette consommation-là aux conditions climatiques qui ont été utilisées pour la valeur absolue. Ensuite, on regarde donc son objectif en valeur relative, donc les fameux moins 40, moins 50, moins 60%, et l'objectif en valeur absolue, donc défini dans l'arrêté selon sa catégorie. Et grâce à tout ça, à la fin, on peut orienter sa stratégie et calculer sa marge restante vis-à-vis des objectifs. Je reprécise encore, c'est une question de langage, mais c'est important. Ce n'est pas l'entreprise elle-même qui détermine le choix de faire directement l'objectif en valeur absolue ou l'objectif en valeur relative. In fine, Opera va regarder les deux et simplement et bêtement, le premier objectif qui est atteint est valable pour le reste. Néanmoins, le fait de calculer permet d'orienter sa stratégie et au moins de se dire à combien de pourcentage, combien de gains je dois faire avant 2000. Pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément mis le nez dans un arrêté, les consommations absolues donc déterminées par catégorie, donc en réalité la consommation surfacique idéale à atteindre, par exemple, d'ici 2030, donc est divisée en fait en deux catégories. Une catégorie dite CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, donc en réalité tous les usages énergétiques dédiés au confort des occupants, et du coup un usage qu'on s'appelle use, qui est donc en fait les consommations relatives à l'activité propre de l'entreprise. Donc un premier encart, donc CVC, qui est ici affiché en vert, où en fait, en fonction de la zone géographique du site et de son altitude, nous avons donc une consommation surfacique par an en kilowattheure. Donc typiquement, par exemple, si je prends en région parisienne, donc avec une altitude de 400 mètres, donc on est en zone H1A, on serait à 57 kWh par mètre carré par an pour la consommation CVC. Pour la composante use, donc on a un use étalon, donc une valeur de référence qui est, elle, calculée également avec des indicateurs liés à l'activité de référence que vous trouvez juste en dessous. Donc typiquement, si je prends par exemple pour les bureaux, là c'est ce que j'ai affiché, on a par exemple une valeur étalon de 3120 heures. Qui a déterminé avec le taux d'occupation, etc., ce use étalon. Et par contre, on a la possibilité de moduler ce use-là. Si par exemple, notre activité de bureau, encore une fois, a une amplitude horaire beaucoup plus importante ou plus faible que ce qui est affiché. Et donc, on a une formule qui est
affichée juste en dessous, dont je ne vais pas forcément détailler. Mais vous doutez bien qu'on a une formule de ce type avec des indicateurs différents en fonction des sous-catégories d'activité, évidemment, puisqu'elles n'ont pas toutes les mêmes conditions d'exploitation. Donc là, comme je l'ai dit, le use dépend de l'activité du site et son intensité d'usage. Donc, le premier cas, j'ai pris le cas d'un centre hospitalier, donc que j'ai nommé X, dont les caractéristiques sont les suivantes. 464 personnes sur le site. Le bâtiment a été construit en 1970 et les données de consommation, on les a depuis 2013. Et surtout, on a cette décomposition surfacique qui est juste à côté. Évidemment, une décomposition qui a été faite par sous-catégorie qui se retrouve dans l'arrêté. Donc, on a une surface totale de 14 000 m² et une décomposition comme ce qui est affiché. En fait, tout l'enjeu ici, c'est de réussir à décomposer son EFA en fonction des sous-catégories qui sont inscrites dans les arrêtés. On pourrait avoir sa propre zone personnelle parce qu'on a envie d'appeler les choses comme ça, mais vis-à-vis du décret tertiaire, il faut distinguer différentes zones, telles que l'accueil du public, les consultations et les zones que je vous ai affichées ici. Au total, il y en a 18 pour les centres hospitaliers. Je vais vous les montrer après. Donc, une fois qu'on a décomposé toutes ces parties, on a un petit peu les catégories, les caractéristiques principales de notre centre. On a déterminé l'année de référence. Donc, ça ne fait pas l'objet de ce webinaire-là, mais bien évidemment, en amont, on a regardé donc, quelle est l'année la plus consommatrice en fonction des paramètres d'exploitation. Donc, on a utilisé l'année 2014 qui nous a donné donc en consommation de référence 230 kWh par mètre carré. Donc jusque-là, on a cette consommation-là de 2014, c'est notre année de référence. Ensuite, on va évidemment prendre l'année 2023, donc qui est la dernière année. Idem, on va regarder sa consommation surfacique, donc 191 kWh par mètre carré. Donc j'ai mon année, là vous pouvez le voir donc à droite de l'écran, j'ai donc mon année en cours, qui est 2023, et ensuite mon année de référence, qui est donc de 230 kWh par mètre carré, dont je vais appliquer les objectifs en valeur relative, donc moins 40%, moins 50%, moins 60%, pour avoir mes objectifs en valeur relative pour 2030, 2040, 2050. Donc là, vous avez le calcul sous les yeux, hein, c'est qu'un produit en croix. Et donc, si je me cantonnais à cette valeur-là, eh bien, mon objectif pour 2030 serait d'atteindre donc 138 kWh par mètre carré, ce qui reviendra à faire moins 40% par rapport à 2030. Et donc, en ayant déjà 191 kWh par mètre carré en 2023, j'ai déjà fait un bout du chemin. Mais on a un deuxième objectif qui est un objectif en valeur absolue. Et ça, cet objectif-là, en fonction de sa valeur, peut-être que j'aurai encore moins de réduction de consommation à faire, ou peut-être que justement, je devrais réellement faire 40% d'économie d'énergie d'ici 2030. Et donc, c'est l'objet justement de regarder dans l'arrêté absolu quelles sont les valeurs de référence et absolue pour les centres hospitaliers notamment. Donc, j'ai la possibilité, quand j'essaie de déterminer ma consommation absolue, donc mon objectif en valeur absolue, soit de raisonner en prenant la sous-catégorie par défaut, c'est-à-dire que pour chaque activité, il y a une sous-catégorie par défaut qui est indiquée et qui est à appliquer à l'ensemble du site ou de l'EFA, pardon. Ou alors, une autre possibilité de décomposer mon EFA par zone fonctionnelle et donc d'appliquer justement une valeur absolue par zone fonctionnelle. Et donc, in fine, le résultat global viendra récupérer au prorata des surfaces le montant justement de la valeur absolue de ces zones fonctionnelles. À savoir qu'on a une impossibilité de déclarer une partie de l'EFA en sous-catégorie par défaut et une autre partie de l'EFA en justement sous-catégorie zone fonctionnelle. Soit on fait la décomposition totale, soit on est par défaut. Et c'est là qu'il y a une notion importante à avoir, c'est que lorsqu'un arrêté sort, il faut bien s'assurer que toutes les sous-catégories qui sont énoncées dans cet arrêté-là ont bien une valeur. Et c'est notamment le cas pour la catégorie des centres hospitaliers,
où nous avons 18 sous-catégories présentes dans l'arrêté, mais seulement 10 d'entre elles ont une valeur absolue explicite. Déjà, explicite, pourquoi? Parce que si vous prenez la première ligne donc, de la colonne, donc administration non intégrée dans un service de soins, donc entre parenthèses bureau standard, cela signifie que on peut récupérer en fait la valeur absolue en fait, des bureaux standards tertiaires classiques pour les centres hospitaliers. Donc déjà, ça, c'est un point qui n'est pas forcément explicite dans l'arrêté, mais vous pouvez le faire. Donc ça, c'est un point notamment pour les bureaux standards et les zones d'accueil au public. Cependant, si, en tout cas, on a fait l'exercice, évidemment, pour ce webinaire, il y a certaines catégories qui n'ont pas, en fait, de valeur absolue pour les centres hospitaliers, dont notamment les laboratoires. Donc, laboratoires classés P2, P3, P4, ça n'y apparaît pas. La sous-catégorie imagerie médicale, notamment, n'y apparaît pas. Laboratoire courant, ça n'y apparaît pas non plus. Rééducation fonctionnelle, non plus. Si je prends, moi, je prends l'exemple d'un audit que j'ai effectué il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait justement des laboratoires P2, P3, P4, donc qui a toute une zone de centre de recherche. In fine, même si l'arrêté absolu V4 déclare qu'on a les centres hospitaliers dedans, in fine, on n'a pas forcément toutes les sous-catégories. Alors, je vous rassure tout de suite, pour toutes les autres activités qui apparaissent dans le VA4, justement, il y a toutes les sous-catégories, sauf pour les centres hospitaliers. C'est pour ça que je vous montre. Donc, il n'y a que les centres hospitaliers qui sont concernés par cela. Néanmoins, ça nécessite et ça induit qu'il faut garder une vigilance sur toutes les autres sorties de valeur des arrêtés, parce que justement, parfois, il peut y avoir un aspect déclaratif, et quand on fouille un petit peu, on s'aperçoit que les cases sont vides. Et donc, si je reprends mon exemple de centre hospitalier, donc avec une surface totale de 14 000 m², dont 1 000 m² d'imagerie médicale et 4 000 m² de consultation, on s'aperçoit que sur le côté, lorsqu'on fouille l'arrêté, et notamment quand on regarde juste les critères de modulation de ces sous-catégories, eh bien, pour les zones d'accueil au public, hospitalisation conventionnelle, administration bureau et restauration collective, on a les paramètres et on a les valeurs absolues. Donc, on va pouvoir raisonner en sous-catégories. Mais par contre, pour ma zone d'imagerie médicale, je ne vais pas pouvoir utiliser de sous-catégories. Et donc, in fine, eh bien, je ne vais pouvoir raisonner qu'en catégorie, donc par défaut. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, étant donné que sur Opérate, on ne peut pas déclarer et une partie des EFA en sous-catégorie et une autre partie en par défaut, eh bien, je pense que vous le voyez venir, on va être obligé, quand je n'ai pas toutes les sous-catégories de mon EFA de déclarer, on va être obligé, contraint, de partir dans un premier temps sur toute une catégorisation de l'entièreté du site en par défaut. Néanmoins, à titre informatif, je vous ai affiché à côté les critères de modulation. Vous voyez bien qu'on n'a pas forcément les mêmes critères de modulation par catégorie d'activité, ce qui est intelligent, hein, évidemment. Par contre, lorsqu'on raisonne sur un site en entier, donc un critère par défaut, on a généralement une modulation qu'au volume horaire d'activité, ce qui n'est pas forcément pertinent, notamment dans le cadre des centres hospitaliers, puisqu'on va juger simplement ses horaires d'ouverture. Un centre hospitalier, c'est utilisé toute l'année, alors que sur, par exemple, la partie restauration collective, le critère de consommation dépend, par exemple, du nombre de couverts, ce qui passerait totalement à la trappe si on raisonnait en entièrement par défaut. Donc là, malheureusement, dans le cas que je vous montre, ce qui n'est pas vraiment pas l'optimal, ce qui ne devrait pas être le cas en réalité dans l'esprit du décret tertiaire, même si aujourd'hui, à l'instant T, on y est contraint pour les centres hospitaliers, eh bien, on est obligé de raisonner en catégorie par défaut actuellement. Donc, je vous montre la sous-catégorie hospitalier valeur par défaut. Donc, je ne vais pas rebalayer le tableau. Néanmoins, vous voyez, donc, on a au-dessus les valeurs CVC. Donc là, dans notre exemple, on prendra 80 en zone H1A et le use étalon de 75. Le seul critère de modulation de ce use étalon sont les heures ouvrées. Et bon,
Aujourd'hui, un centre hospitalier, c'est encore une fois ouvert toute l'année. Il peut y avoir une zone de travaux, mais néanmoins, ce qui est différent de si par exemple j'avais un service entier de mon centre hospitalier qui fermerait, et ben là, pour le coup, ça passerait totalement en sous-marin, parce que justement, ça ne fait pas partie des critères de modulation, puisque là, on regarde que le nombre d'ouvrés de l'hôpital au global. Néanmoins, si je poursuis l'étude donc, de la valeur absolue, je récupère la valeur absolue de mon centre hospitalier, donc en CVC 80, en use étalon 75, j'additionne les deux. Je n'ai pas de différence avec les heures ouvrées étalons par rapport à mon site, donc en consommation en valeur absolue, j'obtiens donc 155, la somme des deux, 80 plus 75. Et donc, on observe bien que ma consommation absolue sur mon graphique à gauche, ma consommation objective valeur absolue, donc en rose, est supérieure à mon objectif consommation relative 2030 en vert. Ce qui fait qu'en réalité, je n'ai pas à atteindre 130 kWh par mètre carré, mais 155 kWh par mètre carré par an. Je prends juste une petite étude d'impact. Si jamais j'avais une semaine de fermeture sur mon hôpital pour X raisons, j'ai fait le calcul pour vous. In fine, ça ne vous fait bouger que 2 kWh par mètre carré par an pour une semaine de fermeture. Vous vous doutez bien que dans d'autres cas, avec des indicateurs d'usage plus intenses que ce qui est marqué, ça va élever la consommation de valeur absolue. Et si nous sommes à l'inverse, ça va diminuer cette valeur-là. Et donc, en conclusion pour mon hôpital, comme je vous l'ai dit, ma consommation valeur absolue est supérieure, ça devrait être dans l'autre sens, est supérieure à ma consommation relative. Et donc, je n'ai pas à atteindre 138, mais 153 kWh par mètre carré par an, ce qui donne une marge restante de 20% par rapport à 2023. Donc là, je vous ai montré un exemple pour le centre hospitalier parce qu'il y avait vraiment un focus à faire dessus. Mais vous voyez bien que ce n'est pas forcément la méthode idéale, puisqu'on se retrouve très certainement avec un objectif de consommation beaucoup plus bas que la réalité. Et c'est justement ce que je vais vous montrer en prenant un autre exemple, un exemple sur un établissement donc, médico-social qui est un EHPAD, donc EHPAD Y. Donc, idem, d'une surface, donc là, on a une surface totale un peu plus petite, hein, on n'est pas pareil qu'un centre hospitalier. Donc là, on est sur du 4640 mètres carrés. Donc, avec une zone bureau, une zone laverie, un restaurant, donc restauration collective, et une catégorie qui s'appelle zone de vie, qui inclut à la fois les chambres et logements des habitants et tous les locaux justement de zones de vie collectives. Ça peut être des salles polyvalentes, ça peut être tous les couloirs, les zones de jeu, etc. On a 60 résidents, un taux d'occupation de 95% et une année de référence qui est pareil de 2014. L'idée ici de cette deuxième étude de cas, c'est de vous montrer la différence en termes d'objectifs en valeur absolue. Si on prenait l'objectif en catégorie par défaut, ou si on pouvait, et là justement on le peut, raisonner en sous-catégorie. Et vous allez voir que la différence est très importante. Si je raisonne, donc là à gauche, la valeur absolue, donc valeur par défaut pour les établissements médico-sociaux. On a alors les valeurs de CVC, pareil, j'ai pris les valeurs pour la zone géographique H1A, mais on pourrait raisonner de la même façon si on était à un autre endroit de la France. Donc, en valeur de CVC, on a 66. En valeur use référence, on a 20, ce qui donne un total de 86 kWh par mètre carré. Donc, ça, c'est si j'applique une zone par défaut sur tout mon site. Par contre, si je raisonne en sous-catégorie, donc pas catégorie bureau, laverie, restauration collective, zone de vie, qui sont toutes présentes dans l'arrêté, vous voyez que, in fine, le critère de la consommation de valeur absolue qu'on obtient par catégorie, elles sont toutes bien supérieures à ce qu'on a en valeur par défaut. Donc déjà, on peut voir dans une petite première conclusion
que si je raisonne en sous-catégorie, je vais très probablement avoir un objectif qui va être en consommation, qui va être supérieur à si j'avais en valeur par défaut. Cependant, il y a une étape supplémentaire, il ne faut pas oublier. Là, je vous affiche que des valeurs CVC et use étalons. Il faut regarder, il faut moduler ces valeurs use par rapport aux vrais critères d'activité et paramètres d'exploitation du site. Par exemple, si j'ai une sous-catégorie laverie dont la consommation use a été établie pour 80 personnes et moi j'en ai que 60, bah, évidemment que je vais devoir appliquer la formule de modulation pour avoir vraiment la vraie valeur absolue adaptée à mon EFA. Et donc, c'est ce qu'on fait en fait par sous-catégorie. Donc là, je vous remonte, où on va en fait appliquer la petite formule qui s'appelle formule de modulation en fonction du volume d'activité. On en a une à chaque fois en fonction des différents critères. Et c'est ce qu'on demande en fait in fine à, à nos clients quand les feuilles sont disponibles. C'est de pouvoir recenser tous ces critères-là in fine, justement dans l'objectif de moduler ses propres objectifs. Ici, donc, encore une fois, on fait la comparaison entre si j'avais pris en par défaut ou si j'avais réussi à diviser en sous-catégories. Donc, établissement médico-social par défaut, le seul critère de modulation d'activité qu'on me propose, c'est l'amplitude horaire annuelle, donc 8760 heures par an. On se doute bien que mon EHPAD est ouvert toute l'année, donc cela signifie que je ne module pas mon use et donc ma valeur absolue. Par contre, si je raisonne en sous-catégorie, j'ai donc des heures ouvrées déjà différentes par zone, par sous-catégorie, et surtout peut-être des critères de ratio de surface, de taux d'occupation différentes. Et donc, je vais pouvoir aller moduler à chaque fois chaque valeur absolue que je vous ai montrée. C'est le calcul qui est suivant ici, où je passe du use ref au use modulé. Donc, valeur par défaut, ça n'a pas bougé, puisqu'on a dit qu'on était ouvert toute l'année. Donc, on est à 86 kWh mètre carré par an. Par contre, pour mes bureaux, mais j'avais des bureaux un peu plus grands. Donc, mon use modulé, mon ratio surfacique est devenu un peu plus grand. Donc, évidemment, ça a réduit mon use modulé et je suis passé donc de 107 à 103. Pour ma zone laverie, évidemment, j'avais moins de gens que ce qui était inscrit dans l'arrêté. On partait de 80, là, dans mon EHPAD, j'en ai que 60. Donc, pareil, in fine, j'ai un ratio qui a diminué. Restauration collective et zone de vie, idem. Cependant, vous voyez bien qu'à nouveau, les résultats que j'ai obtenus par sous-catégorie sont tous en ratio surfacique, donc kilowattheure par mètre carré, sont tous bien supérieurs à la valeur par défaut. Et donc, on en arrive au calcul suivant. Si j'avais si j'avais raisonné en consommation valeur par défaut, donc consommation absolue valeur par défaut, j'aurais obtenu, donc le résultat que j'ai affiché juste avant, 86 kWh par mètre carré par an. Ça aurait été mon objectif. Par contre, si j'avais raisonné par sous-catégorie, donc le résultat donc par sous-catégorie, donc juste avant ici, pondéré à la surface de mon site, si je fais la somme, eh bien, j'obtiens 147,3 kWh par mètre carré par an. Et donc, par ces résultats-là, il y a une incitation évidente à réfléchir par sous-catégorie et faire attention, justement, quand on fait ces déclarations-là, à regarder dans les arrêtés ou se faire accompagner, justement, pour connaître quels sont ces critères de modulation par sous-catégorie, quelles sont les sous-catégories qui existent, pour pouvoir décomposer son site en entier et réussir à faire apparaître les vrais objectifs de consommation par rapport à vos paramètres d'exploitation et par rapport aux vraies catégories disponibles sur votre site, plutôt que de raisonner en valeur par défaut qui va très généralement être une valeur qui va en fait et va être pénalisante, comme généralement toutes les valeurs un petit peu par défaut. Vous voyez qu'on a quand même un delta très important. Euh, on n'est pas du simple double, mais on est quand même, il y a pratiquement, on va dire, les 60 kWh par mètre carré par an d'écart, ce qui est important. Cependant, tout ceci, encore une fois, vous pouvez le faire
sur toutes les catégories qui sont sorties, sauf les centres hospitaliers dont je vous ai montré tout à l'heure, où il n'y a pas certaines catégories, notamment imagerie médicale, où, à titre personnel, pour avoir fait des audits où il y avait des équipements de ce type, ça a quand même une consommation très importante, donc un gros impact. Il va falloir attendre encore un petit peu que ces catégories sortent. Donc, en conclusion, en tout cas, de ces parties-là, donc déjà à bien retenir, hein, on ne peut pas déclarer un site en sous-catégorie que si toutes les sous-catégories sont disponibles. Si vous en avez certaines qui sont manquantes, on peut avoir une envie de prendre une catégorie un petit peu similaire. Mais vous voyez bien qu'en fonction de certaines sous-catégories, déjà, ben, on ne peut pas forcément en trouver. Il y a beaucoup de critères de modulation qui entrent en compte. Donc, outre que la partie surface SIC de son site, il y a pas mal de paramètres d'exploitation qu'il va falloir suivre aussi et transmettre à toutes les personnes qui vous accompagnent pour déclarer vos consommations et pour calculer donc, les objectifs. Et ensuite, attention, beaucoup de cas beaucoup de cas, pas tous aujourd'hui, mais on peut en avoir à nouveau encore comme les centres hospitaliers, ne peuvent être déclarés qu'en catégorie par défaut si en plus certaines catégories parties d'un site ne sont pas encore comprises dans les valeurs arrêtées absolues. Je retransmets la main à Marc pour vous parler justement de la partie consommation énergie de référence en cas de multi-occupation. Oui, alors ça, c'était une demande qui avait été formulée de mémoire en 2021 et c'était venu en fait de sociétés immobilières qui avaient effectivement des bâtiments, enfin, ils géraient des bâtiments en multi-occupation. Et ce qui les gênait, effectivement, à l'époque, on avait pour les derniers arrivants dans un bâtiment en multi-occupation, ils n'avaient pas nécessairement des consommations de référence identiques à celles de la majorité des gens qui étaient là. Et donc, les propriétaires souhaitaient avoir quand même une année de référence commune. Et donc, la solution que j'avais trouvée et qui avait été validée par ma hiérarchie, que j'avais proposée dans les arrêtés, enfin, dans les projets d'arrêtés précédents, c'était de s'appuyer sur une consommation de référence dite témoin, c'est-à-dire qu'on s'appuyait effectivement, là vous voyez la décomposition, on va prendre le cas de quelqu'un qui n'était pas là en 2015 alors que la majorité des autres étaient là en 2015 et que des travaux ont été menés en 2016 et donc ils ont pris une consommation de référence qui était antérieure à ces travaux. Et donc, la société Omega, qui est arrivée, admettons, par exemple, en 2018, bah, elle ne pouvait pas, n'avait pas de consommation en 2015 et elle n'avait d'autres possibilités que de déclarer sa consommation en 2018, qui, elle, bénéficiait déjà en fait, des travaux qui avaient été réalisés en 2016. Donc, l'idée, c'était en fait, de ramener la consommation de cette société Omega comme si elle avait été là en 2015, tout simplement en prenant sa consommation individuelle qui est connue. Alors là, excusez-moi, là, c'est 2022 en fait qu'on l'a pris. Donc, on prend cette consommation-là. Et comme on connaît la répartition au tantième des consommations réparties et communes dans le bâtiment à 2015, eh ben, on fait comme si elle était présente en 2015 et on lui applique ses consommations énergétiques. Et donc, du coup, on a une vision de ce qu'aurait pu être sa consommation énergétique dans le bâtiment si elle avait été là en 2015. Donc ça, c'était quelque chose qui répondait, qui d'une part permettait d'avoir une équité de traitement et qui répondait à l'attente en fait, des propriétaires immobiliers qui souhaitaient avoir une année de référence commune au sein de leur bâtiment, ce qui est tout à fait louable. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est toujours pas intégré dans l'arrêté. Moi, je l'avais déjà proposé à l'arrêté valeur absolue 3. On ne l'avait pas fait. J'avais demandé à mes collègues de le mettre en arrêté VA4. Ils ne l'ont toujours pas fait. Je pense que là, parce que je le rappelle, hein, éco-énergie tertiaire, ce n'est pas pour l'administration que c'est fait, c'est bien pour vous, pour que vous fassiez des économies d'énergie et que, voilà, et que ça soit rentable pour vous. Donc, je pense que donc c'est pour ça qu'on vous l'a donné là. Je vous ai rappelé ces éléments-là pour insister effectivement lorsque vous aurez des groupes de travail avec l'administration, de bien leur demander d'intégrer ça dans les prochains arrêtés.
Voilà, on va peut-être passer aux questions-réponses maintenant, si vous le souhaitez. Oui, T'as donc la visu. déjà, merci à vous pour avoir écouté. Et effectivement, on va passer aux questions qui ont été saisies. Donc, Alors, on va les prendre une par une sur le côté et on va y répondre au fur et à mesure. Euh, Première question. Donc, bonjour. Pour les objectifs à atteindre, il est apparemment prévu qu'on puisse mutualiser les objectifs à l'échelle du patrimoine. Est-ce qu'il est préférable de se concentrer sur les bâtiments les plus énergivores? Cela se passe-t-il quand on a un portefeuille de bâtiments en location qui bouge constamment? Alors, effectivement, vous pouvez, oui, effectivement, il faut identifier déjà dans un pré-diagnostic, savoir en fait, pour les mêmes genres d'activités, hein, bien sûr, parce qu'on ne peut pas comparer un hôpital avec du bureau. Voilà, je fais exprès de prendre des extrêmes. Mais l'idée, effectivement, il faut que vous ayez des EFA qui relèvent de la même catégorie. Lorsque vous êtes, par exemple, dans un centre commercial, donc là, on parle de multi-usage et de FA qui vont avoir des avis. Alors, aujourd'hui, vous ne les avez pas, hein, ils étaient prêts, hein, les objectifs au troisième trimestre 2022, ils étaient prêts, mais ils ne sont toujours pas sortis. Donc ça, mais en fait, là, vous allez avoir des fonctionnalités qui sont complètement différentes et a priori, des valeurs absolues qui vont être différentes. Donc, on ne peut pas vraiment comparer. Donc, l'idée, effectivement, lorsque vous avez des activités similaires, effectivement, axez-vous pour les travaux voilà, de rénovation énergétique, bah, principalement sur les plus énergivores et regardez pour cela tout simplement les années de construction, ça vous donnera déjà une Hmm. première indication. Et je rappelle qu'il y avait des annexes qui étaient là aussi, qui n'étaient pas obligatoires à remplir, mais c'est la caractérisation du bâtiment, leur forme, leur date de construction, et puis les équipements qu'il y a dedans. Ça, c'était intéressant justement pour faire un pré-diagnostic et faire du tri Oui. dans vos bâtiments lorsque vous avez un gros patrimoine. Voilà. Ensuite, il y Ok. avait... Donc bonjour, un occupant assujetti qui n'aurait réalisé aucune démarche concernant le décret tertiaire doit-il, dans le cadre de conformité, déclarer une année de référence plus régularisée toutes les déclarations annuelles depuis 2022 pour se mettre à jour? Eh ben, la réponse est oui. Bah oui, alors on va Déjà, profiter de cette question-là justement par rapport à ce que je vous avais dit tout à l'heure et prendre un exemple justement pour l'histoire de cette année 2027. Et l'idée, on vous dit, enfin, le texte aujourd'hui vous dit, et c'est là que c'est un peu contraire aux dispositions législatives, puisque la disposition législative vous dit que l'année de référence est une année qui ne peut pas être antérieure à 2010. Donc, ce qu'il faut comprendre, et là, dans le texte, dans l'arrêté, qui est à un degré inférieur au texte législatif ou au texte réglementaire du décret, vous dit en fait que l'année de référence est comprise entre 2010 et 2022, mais ça c'est pour les assujettis actuels, et elle correspond à la première année pleine d'exploitation dont les consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme UPAR. Donc, tel que c'est écrit, si on regarde que ça sans regarder les textes législatifs, ça veut dire que, par exemple, un assujetti qui va le devenir, par exemple, en 2000, on va prendre 2026 à tout hasard, mm, parce qu'il est dans un bâtiment multi-occupation, mais aujourd'hui, la surface cumulée des activités tertiaires n'est pas de 1000 mètres carrés, elle est peut-être de 800 mètres carrés. Et bah, il y a un nouvel arrivant qui arrive en 2026 qui les fait monter à mm, 1200 mètres carrés. Bah, eux, ils vont se retrouver assujettis. Et pour autant, on ne va pas prendre, enfin, leur consommation de référence, s'ils étaient là avant cet assujettissement de 2026, eh bien, ils peuvent prendre une année de référence qui est comprise entre mm, 2010 et leur première obligation de remontée de consommation énergétique, qui sera celle de 2027, de oui. 2026, pardon, qui sera remplie en 2027. Et donc, ils pourront, par exemple, prendre une année de consommation, s'ils étaient présents en 2015, eh bien, prendre cette année de référence 2015. C'est pas, si on prend stricto sensus ce qui est écrit dans l'arrêté, c'est pas du tout Mm, ce qui est écrit. Néanmoins, ouais. alors voilà, ne vous inquiétez pas, le texte, alors ça, il va falloir qu'il le corrige parce que c'est faux et c'est un peu embêtant la part d'un texte réglementaire, mais c'est le texte législatif qui prime. Et donc, voilà, c'est ce que on vous a expliqué tout à l'heure en résumé. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre consommation de référence, dès lors que vous avez la valeur absolue, parce qu'il vous la faut pour pouvoir faire l'ajustement climatique, eh bien, c'est la première remontée d'année pleine d'exploitation que vous devez faire réglementairement en tant qu'assujetti sur Opéra. Donc, c'est entre 2010 et cette année-là. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Bonjour, nous sommes un établissement public de santé. L'arrêté 5, Ça, l'arrêté ouais, bah, oui. l'arrêté 5.
Oui, enfin, absolu 4 intervient-il dans la détermination de l'année de référence, le cas échéant, de quelle manière? Merci. Et ben, c'était exactement mon deuxième exemple, un établissement médical qui justement décrit et qui contient toutes les sous-catégories. Donc oui, l'arrêté absolu 4 le permet, sauf en tout cas partiellement pour les centres hospitaliers. Mais pour les établissements de santé, une grande partie sont couverts. alors, là, je vais peut-être faire Oui, ouais, une petite nuance une peut-être. petite nuance. Ouais, par exemple, sur l'EHPAD, c'est ça qui Oui, aurait pu être intéressant. On pourrait revenir sur le tableau. Vous aurez le loisir de le voir dans le replay. C'est que, par exemple, dans la valeur par défaut, on a vu qu'il n'y oui, avait qu'un un seul indicateur, c'était oui, les heures ouvrées. oui. Alors que on aurait très bien pu, malgré tout, mettre un indicateur qui est assez sommaire, certes, mais qui est celui de nombre Nombre d'occupants. d'occupants voilà, qu'il y a dans votre EHPAD. Ce qui fait que ça intervient notamment sur les laveries, ça intervient sur Oui. On aurait pu les repas, et voilà. un taux d'occupation, Donc quelque c'est chose dans pour ça qu'il faut ça. être très vigilant quand vous participez au groupe de travail, c'est que la valeur par défaut, même si elle est pénalisante, c'est Mm. d'essayer d'y intégrer au moins quelques indicateurs qui sont représentatifs de l'activité. Ok. Bonjour. Étant donné que les facteurs tels que l'intensité d'utilisation et le nombre d'heures d'ouverture varient d'une année à l'autre, sur quelle année nous allons nous baser pour calculer l'objectif à atteindre en valeur absolue? Ah bah, ça, l'objectif Euh, en valeur absolue, potentiellement, alors, il peut changer tous les ans. c'est ça. En fait, techniquement parlant, en fait, on va devoir faire le calcul potentiellement tous les ans si jamais ça bouge tout le temps. Après, j'ose espérer, par exemple, dans le cadre d'un EHPAD, que Oui, certains c'est une moyenne. usages ne changent pas. Après, généralement, nous, ce que nous faisons, c'est qu'on fait un premier jet pour 2023. Et puis ensuite, on va regarder à des échéances un peu plus tardives pour moduler. On ne va pas sans cesse moduler parce que c'est chronophage et c'est au risque aussi de moduler totalement les objectifs, sachant que, hormis quelque chose un changement brutal d'exploitation, les ajustements sont quand même vraiment à la marge pour une fois Les modulations. les modulations, pardon, sont vraiment à la marge une fois qu'on a fait. Et si c'est un taux d'occupation qui passe de 90% à 89%, ce n'est pas bien grave. L'impact sera surtout de si on passe de 90 à 30% en 2030. Là, il y aura un vrai impact. Alors, sachez que la modulation en fonction du volume d'activité, c'est simplement sur la déclaration des indicateurs d'intensité d'usage. Elle va voilà, être calculée automatiquement par la plateforme Opera. Hein. Oui, Le on le rentre calcul chaque là, année. on vous a montré qu'il y avait des calculs, bien sûr, parce que ce n'est pas encore incrémenté. Enfin, si, normalement, ça doit être incrémenté sur la plateforme, mais c'est la plateforme qui fait ce calcul. Et elle modifie à la fois votre valeur absolue dans un premier temps, et après, elle modifie votre valeur relative. Donc, quand vous C'est ça. modulez en fonction du volume d'activité, votre valeur absolue est modulée par rapport aux indicateurs que vous avez mis, et il y a une règle de 3 qui est appliquée pour modifier aussi toutes les valeurs relatives 2030, 2040 et 2050. Oui, c'est vrai que nous, on fait le calcul pour pas avoir une Oui. surprise Mm. quand on déclare sur Opera, mais Opera est censé Le calcul est le tout. faire. Mais le Mm. problème, c'est qu'il faut aller au bout du calcul, Mm. et donc comme si on faisait une déclaration, ce qu'on n'est pas capable de faire à l'instant T. À quoi correspond? Autre question, à quoi correspond le dernier tableau intitulé Valeurs par défaut qu'on le retrouve à la fin de chaque sous-catégorie? Alors justement, ce tableau-là, il correspond au cas où vous ne pouvez pas, pour X raisons, décomposer votre site en sous-catégories. Et donc, Vous pouvez. vous pouvez utiliser la catégorie par défaut, mais qui s'applique à l'entièreté de votre site. Voilà. Mais Donc, malgré en fait, tout, voilà. c'est histoire d'avoir quand même une sous-catégorie si on n'a pas, Si on ne veut pas faire le travail de si on veut pas faire décomposition. le travail, le reste, du Mais reste. sinon, normalement, enfin, quand vous êtes exploitant d'une entité fonctionnelle assujettie, vous savez quelle catégorie, enfin, quelle sous-catégorie, c'est-à-dire des zones fonctionnelles vous avez. Donc ça, moi, je vous invite à faire ce travail-là, c'est-à-dire identifier les zones fonctionnelles que vous avez dans votre établissement. Et après, vous pouvez faire une appréciation, je dirais, entre guillemets, à la grosse, c'est-à-dire au doigt mouillé, en pourcentage. Et puis, ça vous donne un premier niveau. Et après, si vous n'avez pas le temps de... voilà, vous pourrez le faire à la prochaine déclaration, c'est-à-dire de rentrer un peu plus précisément
en surface, donc en faisant Mhm. du calcul soit sur des plans ou des choses comme ça, et puis après de remplir vos indicateurs d'intensité d'usage. Mais je vous invite quand même, sauf le cas de l'hospitalier comme on l'a vu pendant le Mhm. webinaire, mais quand vous avez toutes les sous-catégories, essayez de faire à minima ce travail-là. Ok. Savez-vous à quelle date les seuils bureaux actualisés pourraient être revus ou publiés? Ça, il faut demander à l'administration, à la DHUP, donc Quentin Deslos, Maëlyn Ouais. Ferré. Voilà. Sachez que ça, c'est des choses qui sont. Enfin, moi, l'objectif en valeur absolue que j'ai revu avec les. Ah oui, c'est ça qui est très important, on va le dire. C'est que quand des valeurs absolues sont mises en ligne, il faut demander à l'administration de mettre sur la plateforme Opera les fiches techniques correspondantes. Parce que ce qui est Mm. important, c'est effectivement d'avoir sa valeur absolue, mais c'est savoir d'où ça sort et comment sont décomposées ces valeurs absolues, notamment celles du use. Voilà. Donc, pour les bureaux, normalement, c'est prêt depuis 2022. Concernant les valeurs absolues, comment cela se passe-t-il si nos bâtiments assujettis sont des bureaux, mais que notre activité code NAF est autre, de la location de bâtiments dans notre cas? Les codes NAF, ils sont indiqués à titre indicatif, c'est pas ça qui est important. Alors, je vais prendre le cas d'école du code NAF, c'est par exemple la société Total, c'est une industrie enfin, son objectif, enfin, son code NAF, c'est celui d'exploitation, comment dire, pas minière, mais de ressources pétrolières. Et donc, ça n'a rien à voir avec les bureaux. Néanmoins, enfin, leur siège social à la Défense, hein, c'est que du bureau. Hein. Mm. Il n'y a pas de DERIC à la Défense. Et donc, c'est bien la catégorie bureau que vous prenez. Le code NAV, c'est juste à titre indicatif. Voilà, que c'était faux. Pouvez-vous revenir sur le fait que l'année de référence peut être prise jusqu'à 2022 SVP? Dans quel cas cela est possible? Ah bah ça, c'est ce qu'on vous a expliqué enfin, c'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est compris entre 2010 et votre première année pleine d'exploitation que vous êtes obligé de déclarer en tant qu'assujetti sur Opéra. Allez, Ok. oubliez ce truc, enfin, ce qu'il y a dans l'arrêté qui devrait, voilà, en toute rigueur, être modifié dans les prochains arrêtés. Alors, serait-il possible d'avoir une copie de cet arrêté? Il y a une deuxième question aussi liée à ça. Vous pouvez aller très bien sur en fait Légifrance, Légifrance. où vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, valeur arrêtée, décret absolu 1, 2, 3 ou 4. Et Et vous mettez la ensuite, date vous mettez la date d'aujourd'hui. d'aujourd'hui. Vous allez sur Légifrance et sur le côté, vous pouvez télécharger en PDF, ce qui vous permettra d'avoir justement l'arrêté avec tous les tableaux associés. Et sinon, vous aurez la version actuelle. Alors, par contre, si votre question, c'était de disposer de ce que nous, on appelle en administration une version consolidée, c'est qu'on montre en fait toutes les modifications qui ont eu lieu au cours du temps. Ça, moi, je l'ai. Je pourrais éventuellement le confier à Citron pour qu'ils le mettent sur Mm. leur site. Vous aurez une consolidation, mais que sur la partie texte, pas sur les tableaux. Hein. Ouais. Euh, Si je comprends bien, donc c'est une question, la consommation absolue nouvellement publiée concerne l'objectif pour l'année 2030. Oui, Là, oui, parce qu'en fait, les valeurs absolues, les arrêtés, normalement, en fait, ils ont vocation à au moins être changés à chaque mm, décennie. Donc, la prochaine, voilà, normalement, l'administration, dès 2028-2029, il faudra qu'ils se penchent effectivement sur les consommations à appliquer pour 2040, sur la base des meilleures techniques disponibles dans chaque catégorie d'activité. Et donc, c'est là que c'est important, les fiches techniques. C'est de savoir justement qu'est-ce qui a évolué, notamment sur les usages spécifiques en termes de matériel, mm. et pour le moment, les meilleures techniques disponibles, où normalement, les consommations devraient baisser, et donc être plus sobres, des équipements plus sobres, pour déterminer les valeurs absolues de 2040. Donc, effectivement, chaque décennie, Mm. il y a des valeurs absolues qui sont définies pour la décennie à venir. Exactement. Et du coup, quand on affiche C-Apps, on devrait mettre C-Apps 2030 C'est ça, pour oui. préciser que c'est la consommation, enfin la valeur absolue 2030 et que celle-ci est susceptible d'évoluer. D'ailleurs, on ne sait pas dans quelle proportion ça va évoluer Bah, on voit par exemple sur les progressivement. bureaux, hein, enfin, bon, pour schématiser, tout à l'heure on parlait des bureaux, Mm, jusqu'alors, alors c'était la H2B, en zone H2B, ce que la majorité des acteurs ont retenu, c'est que c'était que 100 kWh, c'était mm, 50 en CVC, 50 en use. Moi, les travaux que j'ai menés d'études approfondies sur ces catégories-là, pour la catégorie standard, hein, je mm. parle, on arrivait dans les 70 kWh.
Voilà, donc il y Ouais. a quand même, voilà, mais Un deuxième point, si 60% d'économie est atteint, mais pas la valeur absolue, l'objectif est-il OK? Alors, je fais une précision sur la question. Si 60% d'économie d'énergie est atteint par rapport à il l'année est de de référence. référence, oui, l'objectif est atteint, même l'objectif 2050 est atteint. Oui, pour le Pour le coup, relatif. Oui. pour le coup, puisqu'en fait, c'est soit l'objectif en valeur relative, soit l'objectif en valeur absolue. Le premier des deux qu'on atteint, eh ben, on est bon. Mais attention, comme on vient de dire, absolu, c'est que pour 2030. Voilà, et puis, voilà, et donc, il pourra potentiellement continuer à descendre. Et C'est si vous ça. avez encore du potentiel sous le pied, n'hésitez pas à le faire, parce que c'est des consommations en moins que vous allez pouvoir faire, et donc bah, des Mm. dépenses voilà, aussi en moins à faire. Alors, bonjour, pouvez-vous nous confirmer que l'objectif en valeur absolue doit être recalculé si le centre hospitalier change sa répartition de surface en transformant des bureaux en zone de consultation, par exemple? Bah oui. Alors, la réponse est oui, mais encore une fois, ça va être, ouais, ça va être en fait recalculé automatiquement par Opera ou alors manuellement si vous faites le travail en amont. Mais il n'y a rien à déclarer sur Opera, hormis justement ce changement-là de surface. On va en prendre une dernière, on est désolé, On mais répondra sinon on répondra sinon à la suite. par une FAQ. Ouais, exactement. Euh, alors, c'est moi qui avais la main. Est-ce que tu envoies une, tu as envie de répondre précisément? Alors, ouais, de manière générique, on a repris, enfin, normalement, les arrêtés sont prévus comme ça. Quand vous êtes dans une catégorie d'activité, normalement, vous avez toutes les sous-catégories. Mais par exemple, euh, voilà, un exemple très concret, vous verrez dans toutes les sous-catégories, vous n'avez pas la catégorie stationnement. Le seul truc qu'on a repris, c'est la catégorie bureau en partant sur du bureau standard. Mais vous pouvez aller chercher d'autres catégories qui vous concernent. Parce que j'ai vu une question tout à l'heure où on parlait de logistique. Ouais, Alors, c'était il y a peut-être, celle-là aussi. il y a celle des laboratoires. Oui, tant qu'on ne l'a pas, les laboratoires, bah, vous ne pouvez pas la prendre. Mais vous pouvez aller chercher des catégories voilà, qu'on peut avoir de manière récurrente. C'est celle des stationnements, soit en infrastructure, soit en superstructure. Et de la logistique, parce Mm. qu'effectivement, dans un grand centre hospitalier, bah, vous avez des parties livraison, il y a peut-être du stockage avec des chambres froides, des choses comme ça, notamment pour la partie alimentaire. Et effectivement, vous pouvez aller chercher la catégorie Mm. correspondante qui se trouve en logistique. Euh, Exactement. Pour les bureaux, zone d'accueil, notamment. Oui, il y avait la zone d'accueil bureau, mais Zone enfin, elle est un d'accueil. petit peu différente de celle des Ouais. centres hospitaliers, hein, c'est quand même plus sommaire. Voilà, donc, Ok. Et ah oui, il y enfin, avait ça. La ouais. surface assujettie a été remplacée par la surface de consommation. Oui, mais ça l'était déjà depuis l'arrêt TVA 2. Euh, alors, simplement au niveau de la consommation de référence et puis de valeur absolue, et ça a été voilà, changé partout après. Voilà. Ok. Enfin, dans les autres articles de l'arrêté, on ne parlait pas de surface assujettie, mais on parlait de consommation d'énergie finale. Et donc, il n'y avait pas vraiment d'incidence si on ne le changeait pas, mais maintenant, ça a été mis partout. Ok, eh bien, écoutez, on va devoir quand même clôturer ce webinaire. Il y a Et des toutes les autres questions, questions, il y a des on les questions voilà, reprendra. qu'on n'aura pas forcément répondu à l'oral, mais on va y répondre sans aucun Ouais, problème. voilà, il y a des questions comme celle que je viens de voir de Alphonse Mougoué Ouais, sur les sous-comptages. Alors, voilà, souvent, en fait, il y a une mauvaise interprétation. Quand on vous parle de sous-catégories, en fait, c'est pour affiner et pour que votre valeur absolue corresponde à votre comment dire, configuration actuelle. Ça ne nécessite pas, et je le rappelais, on l'avait non, dit pour les bacs, c'est ça. cela ne nécessite pas la mise en place de sous-comptages pour chaque sous-catégorie. C'est Non, simplement pour affiner votre valeur absolue. Voilà. en fait, ouais. Et sur les catégories, voilà, sur la chaudière qui dessert plusieurs bâtiments, là, il y a une FAQ. N'hésitez pas à Mm, aller voir la FAQ sur la plateforme Opera, où il y a quand même beaucoup de questions, enfin, de réponses aux questions mm. qui ont été posées et qu'on retrouve ici. En fait, la seule réelle condition ou configuration où il est fortement conseillé, voire même presque obligatoire, d'avoir du sous-comptage, c'est quand on a une partie de notre bâtiment qui est assujettie au décret tertiaire et une autre partie qui ne l'est pas. Typiquement, le cas Oui, d'industriels qui ont une partie bureau et une partie industrie, qui n'ont pas forcément distingué les deux en termes de plan de comptage, où là, justement, on recommande
2 mètres en fait, du sous-comptage. Déjà d'une, pour pouvoir reconstituer une année de référence, et de deux, de pouvoir déclarer correctement des consommations qui ne sont imputées qu'à la surface assujettie au décret tertiaire et non à des consommations Voilà. supplémentaires. Mais Et donc sinon, ça, c'est un petit diagnostic que c'est vous ça. pouvez faire. Si c'est électrique, c'est hyper simple à faire. Il faut simplement que votre tableau général basse tension soit très bien organisé et ça ne coûte pas cher d'aller mettre des sous-comptages. Par contre, effectivement, lorsqu'il s'agit de consommations qui viennent du chaudière, qui va alimenter différentes parties, une partie industrielle, une partie tertiaire, ben là, c'est un peu plus complexe, mais il y a une FAQ sur le sujet qui explique au niveau des sous-comptages, où vous allez voir sur la FAQ Opéra et vous avez des éléments de réponse. Ok. Eh ben, écoutez, merci à tous. On espère on a pu élucider un grand nombre de questions et surtout mis en lumière certains détails de l'arrêté valeur absolue numéro 4. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, un besoin d'accompagnement auprès de Citron, on sera heureux de vous aider. Si jamais il y a des questions qui n'ont pas forcément été répondues, ne vous inquiétez pas, on va refaire une passe dessus. Certaines questions seront redondantes, donc on fera sûrement voilà, des cas un peu plus, des questions un peu plus génériques. Néanmoins, on aura à cœur de répondre à tout ce qui n'a pas été répondu dans ce live. Merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.